Qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Non, mais où est-ce que vous êtes taché comme ça, monsieur Boisseau? Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuse, vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est clos. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, petit tour d'horizon sur les résultats de la grève des scénaristes à Hollywood, puisque bon, celle des acteurs n'est pas encore terminée, mais bon, on aura l'occasion d'y venir justement à travers une autre vidéo. Donc pour les scénaristes, principalement, puisque oui, elle a pris fin, cette fameuse grève, donc au terme de presque 5 mois de bataille, donc avec les gros pontes des gros studios, hein. Et donc pour être plus précis, on était sur 148 jours de grève, donc avec évidemment une ampleur sans précédent, puisque faut quand même savoir qu'on parle ici de presque 12 000 syndiqués qui ont littéralement mis à l'arrêt Hollywood. Et notamment réussi à faire plier le genou, mais à des gros bonnets qui avaient pourtant bon espoir finalement de faire plier le piquet de grève, quoi. D'ailleurs, il était même question d'affamer les grévistes, comme il avait été rapporté, hein. D'ailleurs, on a finalement un petit peu appris que la personne qui avait évoqué le fait qu'il fallait justement laisser traîner la situation jusqu'à ce qu'ils soient véritablement affamés, tous ces grévistes, et qu'ils perdent leur maison, en vérité, c'était David Zaslav, donc le PDG de Warner Discovery, hein. Donc comme quoi on s'y attendait pas trop, et puis finalement les surprises, hein, ça arrive toujours, hein. Et donc David Zaslav qui a été énormément critiqué, hein, durant ce piquet, et plus encore quand on a appris qu'en fait il a carrément organisé une grosse fiesta de mi-grève à Cannes, qui a été évidemment prise pour un véritable pied de nez fait aux grévistes, hein. Mais d'ailleurs, bon, on le sait, hein, il n'était pas le seul à avoir été vivement critiqué, puisque Bob Iger, donc pour Disney, a aussi été source de beaucoup de discussions. En même temps, si vous suivez effectivement cette chaîne, je pense que ça vous surprendra absolument pas du tout venant de lui. Et puis il y avait également eu Carole Lombardini, hein, donc la présidente de la MPTP, donc le syndicat des PDG, qui a énormément subi, dans le sens où on a appris récemment que en fait le compte Twitter qui jouait de satire autour de la grève était en fait un compte totalement parodique, voué à la discréditer. Donc effectivement, moi-même, j'avais eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo, mais il s'avère que maintenant, on a un petit peu le mot de la fin sur cette histoire, donc on sait que ce n'était pas de son propre fait. Et donc oui, une grève qui a été quand même relativement dure à encaisser, finalement, autant pour les patrons que pour les grévistes, hein. Donc les patrons qui ont dû un petit peu ravaler leur fierté, surtout quand, faut quand même rappeler, certains d'entre eux, comme notamment la Warner, justement, ont laissé fuiter donc la réduction drastique sur les gains annuels de l'enseigne liés justement à cette grève, hein, donc estimée entre 300 et 500 millions de dollars juste pour ce studio. Donc en fait, si on additionne toutes les pertes de tous les studios impactés par la grève, à savoir 8 en tout, on parle évidemment de plus de 2 milliards perdus pour des revendications qui, en matière de chiffres, ne représentent finalement que quelques dizaines de millions de dollars par an, puisque effectivement c'est ce qui avait été rapporté, hein, selon les gens de la WGA. Je crois que ça avoisinait les 40 ou 50 millions de dollars de revendications sur une année, dispatchés à travers les 8 studios quand même, hein, donc faut quand même le préciser, alors que effectivement tous ces studios à eux seuls auraient été capables de l'absorber. Et c'est vrai que c'est quand même assez ironique de se dire que notamment Bob Iger, donc pour Disney, avait trouvé le moyen de dire que les revendications des scénaristes et des acteurs aussi n'étaient pas réalistes. Et résultat des courses, ces gens-là ont perdu chacun de leurs studios a perdu facile 10 voire 15 fois plus en l'espace de seulement 4 ou 5 mois, quoi. D'ailleurs, à la WGA, donc au syndicat des scénaristes, certains avaient même qualifié donc cette fameuse manœuvre d'évitement des PDG de céder de la part des studios. En fait, ils qualifiaient ça d'économie de bout de chandelle, et on était parfaitement là-dedans, quoi, hein. Mais au-delà de ce côté purement économique radin, il y a aussi ce concours d'ego. Alors bon, je vais pas dire de teub, parce que bon, il y avait quand même des femmes parmi les PDG, mais oui, il y avait un énorme concours d'ego justement entre chacun.
Et donc grève qui s'est conclue sur un accord de principe, puisque la WGA avait déjà refusé 2 de leurs offres. Hein. Et donc comme on avait déjà traité de la situation à travers donc, de précédentes vidéos, ça me paraissait quand même logique de vous en exposer un petit peu la finalité, du moins dans les grandes lignes, puisque bon, on parle quand même d'un contrat entre la MPTP et la WGA de près de 94 pages, rien que ça, dont les détails seront accessibles uniquement après ratification des 2 parties, donc je crois que c'est au plus tard le 9 octobre, hein, donc normalement la ratification était prévue entre le 2 et le 9 octobre, le temps qu'ils mettent vraiment tout à plat et que tout soit vraiment ficelé. Alors on sait déjà que l'une des revendications reposait notamment sur l'inquiétude vis-à-vis de la montée en puissance au sein de leur domaine de l'intelligence artificielle et qu'il nécessitait effectivement de limiter son usage et notamment encadrer la chose via une réglementation qui ne les léserait pas en fait. Hein. Et donc, par rapport à ça, on a résulté effectivement plusieurs décisions en faveur des scénaristes, malgré tout soumises à quelques conditions. Alors il y a d'abord le fait que l'IA ne pourra pas écrire ou réécrire du contenu littéraire. Alors je parle par là que en fait il ne sera pas autorisé à travers l'intelligence artificielle d'en obtenir un contenu exclusivement traité justement par cette IA. Et le contenu qu'elle génère ne sera pas considéré comme un matériel source, ni pouvant porter atteinte au crédit d'un auteur ou à ses droits, dans le sens où, bien sûr, il faut préciser que l'intelligence artificielle est déjà quand même pas mal utilisée par certains scénaristes comme outil de travail et doit donc être considérée comme telle, mais pas comme un auteur non physique. Ensuite, il y a le fait qu'un auteur pourra utiliser l'intelligence artificielle dans son travail d'écriture à condition qu'il respecte les politiques applicables de l'entreprise. Bien sûr, l'IA, comme je le disais tout à l'heure, l'IA doit rester un outil de travail limité dans son utilisation. Si elle a été utilisée par l'auteur original dans l'écriture d'un produit audiovisuel au-delà d'un certain pourcentage, on sortirait littéralement du cadre d'outils de travail, donc forcément le contrat établira une certaine réglementation, mais dont évidemment on ne connaît pas encore les détails selon, comme ils le disent, les conditions imposées par chaque entreprise. Néanmoins, cette dernière, donc l'entreprise, ne pourra pas exiger l'utilisation d'un logiciel d'intelligence artificielle par l'auteur, puisque bien sûr, nombreux refusent son usage et revendiquent d'être carrément les seuls auteurs de leur propre travail. Alors bien sûr, il y a également le sujet que la société devra informer l'auteur si des documents ont été générés ou intègrent du contenu artificiel. Donc voilà, s'assurer qu'à aucun moment en fait les studios ne puissent blouser les auteurs sur l'origine des contenus de base. Donc ça, c'est dans le cadre de l'intelligence artificielle. Mais dans le cadre des revendications de travail, il a aussi été énormément question des fameuses Writers' Rooms, puisque beaucoup, d'ailleurs, s'étaient plaints de devoir abattre un travail monumental d'écriture en très peu de temps, sous prétexte que les studios voulaient jouer l'économie en limitant le nombre de scénaristes engagés. Donc désormais, il sera question de minimum 3 auteurs pour une série d'au moins 6 épisodes, 5 auteurs minimum entre 7 et 12 épisodes, et au-delà, ce sera minimum 13 scénaristes. Mais déjà, l'impact que ça va avoir quand on s'est par exemple retrouvé avec des séries à fort budget, comme notamment Les Anneaux de Pouvoir, qui est un exemple très concret, avec des mecs qui au départ n'étaient même pas scénaristes et finalement ont développé le truc à 2, pour le résultat qu'on connaît, notamment à la première saison, mais ça n'existera plus. À l'exception bien sûr de quelques productions qui ont été évoquées, qui reposent notamment sur le travail d'une personne qui donc est autorisée à travailler seule selon son souhait, et parce que effectivement ils sont libres de pouvoir le faire, parce que justement les entreprises, enfin les sociétés de production ne leur imposent pas justement de deadline. Donc pareil, pour pallier notamment aux problèmes de précarité liés à des contrats
trop court. Le minimum de durée sera établi à 10 semaines. Alors bien sûr, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y a forcément des conditions, mais déjà, ça s'améliore par rapport à avant. Et bien sûr, qui dit grève dit souvent revendication financière, hein, donc ça c'est évident. Et là, en l'occurrence, il a été question des résiduels, donc des intéressements aux bénéfices qui n'ont jamais été discutés depuis l'avènement du streaming, hein. Et c'était une des raisons majeures de ce manque de transparence des plateformes quant aux chiffres d'audience, justement pour que les studios s'assurent que absolument personne ne vienne revendiquer donc un partage du bout du gras, quoi. Donc pour eux, c'était du bénéfice à 100%. D'autant que la rentabilité des plateformes est finalement pour certains quand même pas mal mise à mal, hein. Si on prend par exemple le cas de Disney ou encore HBO Max, mais même dans le cadre de plateformes rentables comme Netflix ou encore Amazon, les gains sont moins importants qu'ils ne l'étaient autrefois, quoi. Mais les scénaristes estiment que si un programme a généré du succès, il mérite effectivement une compensation. En fait, le concept même de toute peine mérite salaire. Et donc, les conditions d'obtention de cette compensation sont assez simples. Alors, bien sûr, je le répète, hein, c'est en cas de succès, puisque une plateforme ne va pas distribuer effectivement des intéressements aux bénéfices si effectivement il n'y a pas de bénéfices parce que le programme n'a pas fonctionné. Donc, on parle vraiment d'intéressement aux bénéfices quand on parle de résiduel. Donc pour ça, il faut que le contenu génère un nombre de vues 20% supérieur au nombre d'abonnés nationaux de la plateforme de diffusion sur les 90 premiers jours de diffusion. En sachant que les gains pouvant évidemment varier, donc alors à titre d'exemple qui ont été diffusés, mais il y en a évidemment plein d'autres, des gains qui peuvent atteindre de 9 000 à 16 400 $ pour une série et 40 500 $ pour un long métrage au budget de plus de 30 millions de dollars. Donc ça, ce sont des exemples, il y en a encore plein d'autres, puisque effectivement, la WGA a essayé de se battre pour tout le monde. Donc là, ce n'est que quelques petits cas qui sont cités. Donc ça, c'est pour le national, mais autre changement aussi, on parle de 76% d'augmentation sur les résiduels à l'international. Donc là, c'est carrément stratosphérique comme changement. Alors bien sûr, ça implique quoi? Une totale transparence sur les chiffres de la part des studios, qui ont dû là aussi se plier à cette condition, ce qui d'un côté est très bien aussi pour nous, car désormais, on devrait avoir une meilleure visibilité des succès ou non des contenus, notamment sur les plateformes de streaming, là où justement le système était quasi opaque, quoi. C'était très rare d'avoir des chiffres d'audience, contrairement au box-office cinématographique, où bon, là, on peut le consulter à n'importe quel moment, notamment à travers certains sites comme Box Office Mojo. Donc voilà, dans les grandes lignes, l'impact de cette grève. Donc vraiment un changement majeur pour les scénaristes, qui ont donc mis fin à leur piquet et validé la reprise du travail, ce qui évidemment ne relancera pas complètement la machine hollywoodienne, dans le sens où il y a la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, qui maintient son mouvement de son côté, avec l'espoir évidemment de voir leurs revendications aboutir assez prochainement, puisque je crois qu'ils étaient déjà en cours de négociation dans la semaine. Ils devaient se rencontrer avec justement la MPTP. Donc on aura l'occasion, comme je le disais, d'en parler très vite pour faire le point là-dessus. Mais évidemment que dès lors que les scénaristes, et avant eux même d'ailleurs, les réalisateurs ont été exaucés à travers leur grève, on se doute bien que les acteurs ne vont absolument pas céder, quoi. C'est évident. Donc, on va suivre ça de très près. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Est-ce que ces revendications sont tout à fait honorables enfin voilà, tout ce que vous pensez par rapport à ça. N'hésitez pas bien sûr à laisser des petits commentaires, à liker et partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!